Vendredi 24 octobre. Mon nom est Martin Simon. Simon avec un C. Et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est votre guide pour Mexico 2025, ce qui signifie qu'au cours des prochaines minutes, vous aurez l'opportunité d'entendre le plus d'informations possible afin que vous puissiez profiter pleinement de votre week-end de course. Et on débute maintenant avec l'actualité dans le monde de la Formule 1. Il est maintenant temps de rejoindre notre collaborateur du vendredi. Il a un gros week-end qui l'attend, un gros week-end de course automobile, mais j'ai envie de vous dire que c'est pas mal la routine dans la vie de François Goulet, analyste descripteur des courses de Formule 1 à la GTCQ, mais avant tout, pilote de la division élite pour nos amis de la Team FSR. Y en a-tu des week-ends qui sont pas des week-ends de course chez vous, François? Très rare. Sérieux, maintenant que tu poses la question. Et puis là, je peux rajouter, ben, je vais pouvoir rajouter après cette fin de semaine dans mes faits accomplis, pas juste analyste de course de F1, mais maintenant analyste de course d'endurance. Fait que, Ah, oula, ça en fait des choses. Fait que oui, un gros week-end de course, parce que quand il n'y a pas de Formule 1, moi, il y a d'autres types de courses, là, et tout le monde maintenant qui me connaissent bien, là, les auditeurs là, le savent bien que je m'abreuve de plusieurs disciplines. mhm. Mais là, en fin de semaine, c'est de l'endurance, là. C'est un événement à 24 heures. C'est samedi que ça se passe, là. C'est demain, ça. Oui, tout à Ouais. fait. Donc, demain, en fait, j'aurai à partir de, la course commence à 9 heures du matin, donc jusqu'à 9 heures dimanche. Je ne ferai pas 24 heures en ligne, bien Ah, entendu. ben là, je suis déçu. Sauf que j'aurai la chance et l'honneur d'animer une course d'endurance sur GTCQ TV pour la fondation Grégory Lemarchal, qui est une fondation, dans le fond, qui vient en aide aux gens atteints de mucoviscidose. En tout cas, ce n'est pas une maladie qu'on entend parler souvent, mais c'est une maladie héréditaire dégénérative qui touche les organes, en fait. Donc, c'est des Français qui font ça, mais ils nous ont approchés pour qu'on puisse faire la présentation en anglais. Donc, je serai secondé de mon coéquipier de l'équipe FSR, Alex Crête, et on fait la diffusion en anglais avec Jasmin Collard aussi à la production. Donc, on va être là à travers le week-end, là, à travers la fin de semaine, là, en bloc de quelques heures, mais le matin, je commence léger parce que j'ai des funérailles ensuite, mais après ça, je reviens en après-midi, en soirée, puis on va terminer la course jusqu'à 9 heures le matin, probablement entre 5 et 9 heures là, dimanche. Et les Français, eux, reculent l'heure, mais nous, c'est pas tout de suite. Fait que je vais en reparler un petit peu à la fin du podcast là, pour dire où aller s'abreuver de ça. Mais oui, demain, grosse course d'endurance. Et on est les seuls qui le font en anglais, tandis qu'ils sont 5 équipes à le faire en français, mais à se relayer sur les 24 heures. Non, mais c'est parfait. Puis ça, là, vous, avez-vous des relais? Vous prenez des pauses, vous revenez en ondes, c'est ça? On va prendre des pauses, on va revenir en ondes. Là, Ah, parfait. fait que c'est ça. Parfait. Bon, ben, tu nous enverras tout ça. Ça va être super le fun. Oui, Puis oui, à la fin, on va se garder un peu de temps parce qu'étant donné qu'il n'y a pas eu de pratique, on va avoir le temps encore un peu de déblatérer là-dessus, puis je vous dirai là, où allez vous chercher ça. Et pour ceux qui veulent faire des dons, ben, on verra rendu là. numéro un, ben oui, parce que c'est intéressant. Tu disais que c'est une maladie qui n'est pas très connue, mais c'est la première fois que j'en entends parler. Puis Mhm. c'est justement ces maladies-là qui ont besoin le plus d'aide. Tu sais, oui, c'est moins répandu, peut-être besoin de moins de fonds, mais on a besoin de beaucoup de recherche parce que c'est toujours comme ça. Moins que de cas, ben moins que les instituts de recherche se spécialisent là-dedans, justement. Fait que c'est le fun de ramasser ces fonds-là, justement, pour aider ces gens-là qui sont pris avec ça. En plus, c'est des maladies héréditaires. Donc, si Mhm. on peut trouver une façon de combattre ça. Donc, félicitations pour justement la bonne action. Puis ça va être super le fun. Je suis certain au cours du week-end entre le Grand Prix du Mexique et bien sûr du baseball. Parce que moi, en ce Oui. moment, les gens me voient pas, mais je rebord mon chandail des Blue Jays parce que je suis prêt pour Série mondiale qui commence au Canada aujourd'hui, ben, ce soir. Bien hâte de vivre ça. Mais on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on est là pour Hein? parler du Grand Prix de Mexico. Et Wouhou! avant qu'on... Moi, c'en est un que j'aime beaucoup, tu le sais. Ouais. L'ambiance, c'est dans ma liste. Hein. C'est probablement un des premiers sur ma liste si j'avais à décider à un endroit où aller regarder une course. En tout cas, je trouve que l'ambiance est fantastique, l'endroit, puis en plus, ben, c'est le sud. C'est toujours plus le fun que Mhm. d'aller. J'aime beaucoup Spa-Francorchamps, c'est un classique, mais aller te faire mouiller puis dormir dans une tente, c'est une autre sorte de sortie. Ça veut pas dire que j'irai pas à Spa, parce que c'est un classique, mais c'est différent de ce que tu peux vivre au Mexique. Avant qu'on passe à l'actualité, comme on fait toujours, ben, je veux juste rappeler que le F1 Podcast est une présentation de Descartes Incorporé, des spécialistes dans le domaine des escaliers. Vous pouvez aussi faire affaire avec eux pour en concevoir une, qu'eux viennent la faire chez vous. Ou sinon, si vous êtes assez habile, ben, vous pouvez acheter les morceaux que vous avez besoin. Ils vont vous donner un service humain et sur mesure de Laval
à Tremblant, donc des cœurs incorporés. Et là, on le dit souvent, les nuits commencent à être fraîches, même si on a des belles journées. C'est pas évident, on a la pluie, on a ces choses-là. Puis on commence à regarder pour passer en mode chauffage, mais ça prend des entreprises pour nous aider, comme Norwa CVC. Ça prend aussi de la machinerie qui nous permet d'économiser sur notre facture d'électricité, mais d'avoir aussi une subvention du gouvernement qui vient nous donner un coup de main, justement parce qu'on aide à utiliser moins d'énergie. Et ça, c'est Sharp qui fait ça, qui fait ces genres qui fait ces unités murales-là, ou que ce soit pour les thermopompes. Donc, c'est eux qui vous donnent accès à la meilleure subvention du gouvernement et au plus gros rabais sur vos factures d'électricité. Donc, faites affaire avec leur distributeur ici, Norwa CVC, qui vont vous donner un service 5 étoiles. Actualité, faut qu'on parle de la dernière fois qu'on a enregistré un épisode, j'étais avec Kevin, dans les dernières minutes, on parlait d'une Mhm. situation avec Red Bull. Red Bull qui avait été convoqué par les commissaires suite au Grand Prix de Austin et puis le Grand Prix des États-Unis à Austin au Texas. Puis quand que on s'est laissé, on n'avait pas encore les détails de ce qui s'était produit. Kevin avait réussi à avoir juste à la dernière minute que finalement ça s'était réglé avec une amende de 50 000 $. C'est quand même un gros montant. Je dirais, pour des écuries F1, c'est pas grand-chose, mais quand même. Puis l'exactitude de ce qui s'était passé, on savait que on avait enfreint le règlement, qu'on avait un règlement de sécurité, les directives de course ou les directives de sécurité n'avaient pas été respectées. Moi, j'avais lancé que c'était peut-être la fameuse histoire où on avait interdit aux équipes il y a quelques années de ça, de grimper sur les clôtures pour célébrer une victoire. Peut-être que c'est banal comme ça ou on n'a pas été au bon endroit. Finalement, ça s'était produit avant la course. Et ce qu'on a surnommé amicalement, là, tantôt, tu m'as sorti le nom, le Tape Gate. Puis pour les gens qui se demandent c'est quoi le scandale du ruban Ah, en français. ouais. Mais ce qui est arrivé, c'est que du côté de McLaren, et puis c'est quelque chose qu'on a vu hein, depuis quelques semaines, je dirais depuis quelques mois, on met un tape, un ruban adhésif Ouais. de couleur sur une clôture ou à un endroit précis pour aider Lando Norris à bien trouver sa position sur la grille de départ pour ne pas avoir des pénalités de faux départ ou mal placé dans la grille, des choses qui sont arrivées souvent là, dans le cas de Norris au cours des dernières années. Donc, on met ça pour l'aider. Mais là, il y a un employé de Red Bull, puis là, c'est des guerres psychologiques, hein, on est dans une bagarre au Mhm. championnat. L'employé de Red Bull qui a eu la brillante idée de dire, on va tout faire à semblant qu'on quitte le circuit. Là, les dirigeants font OK, il n'y a plus personne sur le circuit, tout est sécuritaire. Puis là, il est retourné, lui, derrière McLaren, tout le monde avait quitté, puis il est allé retirer le ruban adhésif, le guide qu'on avait mis pour Lando Norris, pour un peu jouer dans sa tête, parce que quand il va revenir du tour de chauffe, il va regarder, il va voir, oh, il est où le ruban, il est pas là, puis il pourrait avoir un faux départ ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça drôle, c'est de bonne guerre. François, t'es pas nouveau dans ce sport-là, mais t'es pas nouveau dans le sport en général. Puis, tu sais, on a eu un entraîneur à Montréal des Canadiens, Scotty Bowman, qui faisait toutes sortes de petites guerres psychologiques comme ça. Des histoires même à Détroit qui disaient, avant un match des séries, il faisait repeindre le vestiaire de l'équipe adverse. Mais là, l'équipe adverse arrivait dans un match de série, ça sentait la grosse peinture, pouvait pas se changer dans le vestiaire. Il faisait aussi, il faisait appeler il trouvait les chambres d'hôtel, puis il faisait appeler des appels automatiques dans les chambres pour réveiller les équipes adverses. Tu sais, tous des petits trucs de même, mais c'est pas nouveau dans le sport. Moi, je trouve ça toujours drôle, ces histoires-là. Tu sais, ça fait pas de mal, c'est pas méchant, mais c'est quand même drôle. Mais tout ça pour dire, ça a coûté cher, cette expédition en piste-là, là, pour aller retirer un ruban, là. Oui, ben ça, excuse-moi, je trouve ça hyper amusant. Surtout quand tu parles de Scotty Bowman qui faisait ce genre de petit entourloupe-là à l'époque, puis c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. Mais Mhm. pour revenir à la Formule 1, cette nouvelle-là m'a bien amusé. Parce que parce que je l'ai entendu partout à droite à gauche, c'est la F1 à son meilleur. Ah oui, ah, c'est vraiment. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Et puis, moi, ce que je me suis posé comme question a priori, c'est OK, est-ce que c'est l'équipe qui a voulu faire ça ou c'est un individu qui a pris cette initiative-là, une initiative qui coûte cher? Puis, évidemment, en me renseignant à droite à gauche, j'ai essayé de voir si on n'avait pas l'extrait L'image. vidéo. Ben Ouais, l'extrait oui. de vidéo, parce qu'à l'époque où on a des caméras partout, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a pris ça avec son téléphone, je ne peux pas croire. Ben, moi, Et c'est la même réaction que j'ai eue, puis je comprends pas qu'on l'a pas vu encore, qu'il n'y a pas quelqu'un mhm. qui dit, hey, qu'est-ce qu'il fait en piste, lui, tout seul, ou les angles je comprends pas qu'on l'a pas vu encore. En tout cas, de mon côté, j'ai rien trouvé là-dessus aussi, puis j'imagine toi non plus, là, si t'en parles. Non, espérons que ça va sortir. Puis, Ben oui. en cherchant évidemment des vidéos là-dessus, des affaires, j'ai vu des vidéos sur YouTube. Puis, j'ai trouvé les commentaires hilarants parce que, première des choses, j'ai vu une vidéo qui parlait du ruban adhésif il y a 2 semaines. Ben, 2 semaines avant l'événement. Puis là, quelqu'un avait mis dans les commentaires, hey, ça serait drôle si un employé de Red Bull venait à toucher à ça.
Ben voilà, c'est fait. Puis toutes les idées qui sont venues en tête, non seulement pas juste le retirer, mais en ajouter à côté, juste pour rendre le ruban vraiment large ou en mettre 4, 5, 6. Tu sais. En tout Le cas, j'ai. déplacer, Ah oui, tu le devances de quelques millimètres, là, tu sais. ouais, ça, t'arrives, C'est c'est ça. lequel sur lequel je peux me fier. Mais en gros, ouais, bon, ben, là, c'est arrivé, c'est une drôle de nouvelle. C'est de bonne guerre, mais elle est au moment où ce que justement la course au titre devient de plus en plus serrée. C'est le genre de petit jeu qui vont se jouer entre les équipes. Ça ressemble un peu à quand Mercedes et Red Bull, justement en 2021, étaient très près l'un de l'autre. Ben, à ce moment-là, on jouait le jeu du. Tu sais, lorsqu'on retire les boyaux, là, il y a un arrow puits, puis par courtoisie, on lève un peu les Oui. boyaux du box d'à côté, en tout cas de l'endroit des puits à côté. Mais là, on ne faisait pas ça en 2021 entre Mercedes et Red Bull. On ne s'aidait pas de ce genre-là. Ben, c'est un petit jeu psychologique de ce type-là qui est arrivé entre Red Bull et McLaren. Et puis, bon, ça coûte 50 000 c'est quand même de l'argent, 50 000 surtout à l'époque où on a des plafonds budgétaires. Je ne sais pas, Martin, c'est une information que j'ai pas. Est-ce que une amende fait partie du plafond budgétaire? Oui, fait partie du plafond OK. budgétaire, donc on doit faire attention avec ça. C'est pour ça que faut assez délimiter. 50 000 sur un plafond de ballon du 135 millions dans le livre des règlements, mais avec l'inflation, on frôle les 150 millions. On a laissé des latitudes pour ça. Mais oui, ces montants-là peuvent sembler banals, mais s'accumulent à la fin. Puis le but du jeu, c'est de respecter le plafond, mais c'est aussi d'arriver le plus près possible du plafond. Hein. Quand on voit Ben un oui. directeur général dans le sport qui a 15 000 sur sa masse salariale, ben moi j'applaudis. Ben, je me dis toujours, le gars il fait son travail, il calcule toutes les scènes, il a un bon entourage. Puis j'ose croire qu'en F1 c'est la même affaire. Si tu as le droit de dépenser 135 millions, ben moi quand j'entends une écurie qui en dépense 115 puis qui sont contents, moi j'aime pas ça. Moi je veux entendre Mhm. parler que tu as dépensé. Au pire que tu payes une petite amende pour avoir dépensé 135 points quelque chose ou moi je trouve ça correct. Là, qu'on approche le plus possible de là. Mais oui, les 50 000, il faut faire attention à ça. C'est des gros montants. Puis, mais moi, ce qui m'a fait sursauter, je te dirais, c'est les commentaires de Lando Norris. Lando, des fois, dans ses commentaires, ouais, j'ai envie de dire, il est drôle, mais des fois, ça fait pas de sens. Tu sais, Ouais. quand je l'entends dire, ah, ben, la joke est sur eux autres parce que le ruban, je m'en sers même pas. Ben, Ben, ben là, peut-être tu... pourquoi tu le Ouais. mets d'abord? Ben, exact. Pourquoi il est là? Pourquoi ton écurie te le met là? Puis peut-être tu devrais t'en servir parce que dans les dernières années, à des moments cruciaux, t'as quand même eu des pénalités où tu as été sous enquête pour ça, où t'es pas bien placé dans ta grille. Donc, fais attention à ça. J'imagine que si ton écurie le met, c'est qu'il y a un lien avec ça. Fait que j'étais de bonne guerre aussi, on va dire, d'essayer de dire, ah, ben, ça m'a rien fait, ça m'affecte pas, de montrer que tu es comme au-dessus de ça. Sauf que, bon, je pense que ça s'est rendu quand même dans sa tête là. Je sais pas à quel point le ruban était là quand il est arrivé ou si ça l'a vraiment dérangé sur son départ, mais du moins, il n'y a pas eu de pénalité à ce moment-là. Mais il n'y a pas eu nécessairement le meilleur des départs non plus. Là. Mhm. Verstappen a quand même réussi à avoir le dessus sur lui, comme ça arrive souvent. Mais quand même, c'est un dossier excuse-moi, qui m'a bien fait rigoler quand même de voir qu'on s'est essayé dans ces guerres psychologiques-là. Il va en avoir d'autres. Là. J'imagine que McLaren va essayer de répliquer d'une certaine façon. Peut-être d'une façon qui nous coûtera pas 50 000 puis peut-être qu'une façon plus abordable de jouer dans la tête de nos adversaires. Un autre dossier qui retient un petit peu l'attention, j'entends beaucoup parler de McDonald's et Red Bull. Je voulais quand même parler de la situation parce que je trouve que ça montre encore que le sport est en santé. Bien sûr, la chaîne de restaurants rapides, McDonald's, qui est une institution partout en Amérique, mais je dirais dans le monde, tout le monde connaît ça, ces fameuses arches dorées-là. Mais ils vont apparaître sur la voiture Red Bull à compter du Grand Prix du Brésil. C'est un contrat de 8 semaines qu'on a signé avec la marque. On va changer des services au volant qui vont être décorés comme des aéropuits Red Bull. On va vendre de la marchandise Red Bull. Je ne sais pas si ça va être dans les fameux joyeux festins, des jouets ou des choses comme ça. La raison pourquoi j'en parle, oui, c'est au Brésil, ça ne nous touche pas, mais c'est que McDonald's n'a jamais été impliqué en Formule 1. En 75 ans d'histoire du sport, jamais il y a eu une affiliation ou le nom McDonald's sur les voitures. Puis je trouvais ça un peu invraisemblable parce que dans ma tête, toi aussi, je suis sûr, j'ai Mhm. des images une voiture avec un logo McDo. Puis à toutes les fois que je faisais le lien, je disais, ah non, c'est une voiture, c'est en Champ Car, c'est en Indy. Toi, tu m'as dit même c'est en NASCAR. Il est là, oui. C'est ça, mais en Formule 1, c'est assez spécial de voir que cette chaîne de restaurants-là a jamais mis son logo. Tu sais, on voit plein de sortes de marques arriver, des Coca-Cola. On a eu 7-Up dans les bonnes années là, sur la voiture Jordan, puis toutes ces choses-là. Tu sais, on a eu des grosses marques américaines quand même s'impliquant en F1, mais jamais McDo. Fait que ça montre un peu
le sens que le sport va avec Liberty Media et toutes ces choses-là, que même des grandes marques internationales commencent à se dire, ben, on n'a pas le choix de s'impliquer dans ce sport-là parce qu'on perd quelque chose versus nos adversaires. Donc, un beau coup de Red Bull, puis un beau coup de McDonald's. Donc, c'est un partenariat de 8 semaines, puis ça prend début dès le Grand Prix du Brésil, qui sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Mais toi aussi, hein, te rappelles-tu d'avoir vu McDonald's en F1, ça n'a jamais été, puis on l'a vu dans d'autres sports, mais je trouve ça positif de les voir se joindre à ça, là. Ben, pareillement, McDonald's, moi aussi, j'étais étonné Mhm. que ça soit jamais arrivé avant parce que on s'entend que McDonald's, c'est la chaîne de restauration rapide la plus populaire au monde Oui. parce elle est vraiment internationale. Tu sais, Burger King peuvent l'être un peu, mais c'est vraiment plus américain. Et là, si on pense à AEW, bon, on oublie ça, c'est plus local un peu, Quick Mhm. en Europe, peu importe. Donc, McDo, qui n'est jamais, qui ne se soit jamais associé à la F1, pour moi, c'est un peu un non-sens parce que c'est la vitrine mondiale la plus populaire. On jasait un petit peu, toi et moi, là, on discutait de ça un peu avant d'entrer en ondes. Ils avaient sorti des véhicules à modèle réduit pour le film F1 avec Brad Pitt, mais c'était pas tout à fait la même association avec la Formule 1 en tant que telle, où il n'y avait pas de voiture peinturée ou quoi que ce soit. Je suis un peu déçu que ça se fasse pas au Québec, par exemple. Moi On aussi. passe à côté de ces Mhm. choses-là. Et là, après, si on veut mettre la main sur quelque article promotionnel que ce soit, eh bien, il faut payer le gros prix sur, sur eBay ou des marketplaces de ce monde, là. Mais bon, écoutez, chapeau à McDo pour avoir finalement embarqué on va dire dans le train. En NASCAR, ils sont là depuis longtemps. En IndyCar, on en a parlé, c'était la voiture de Sébastien Bourdet là, qu'on avait trouvée. Mais en ce moment, McDonald's commence à se placer peut-être un peu plus en course automobile et ça prend des commanditaires comme ça depuis surtout que les cigarettiers et ou les marques d'alcool qui n'ont pas de bière à 0%, exemple, ne peuvent plus afficher. Donc, ça prend des gros commanditaires. Puis, chapeau à McDo là, pour avoir embarqué dans le train. Exactement, parce qu'avec de plus en plus de grands prix dans des endroits justement comme Arabie Saoudite, ces choses-là, où ce que, comme tu dis, les marques d'alcool, si t'as pas une version 0%, tu peux pas être affiché. Donc ça fait que les commanditaires, on doit se trouver des alternatives, on doit les retirer sur les voitures quand on arrive à des endroits comme ça. Puis il y en a de plus en plus, là. On se promène de plus en plus à Bahreïn, Arabie Saoudite, à Abu Mhm. Dhabi en fin de saison. Donc tout ça, c'est sûr que ça cause problème. Moi, j'ai envie de te dire que oui, c'est malheureux qu'on l'a pas ici, mais c'est un début. Je pense que la marque va peut-être justement aller faire un petit test dans sa division du Brésil. Puis après ça, ben, il y a peut-être la grande corporation internationale qui va dire, ben, on a bien aimé ça, vous avez eu des bons résultats. Donc, c'est peut-être un banc d'essai qu'on fait, là. On sauce la Peut-être. grosse orteille, puis aller voir si ça fonctionne. Puis, ou peut-être la grosse frite dans la sauce barbecue. Puis, on regarde si ça fonctionne. Puis après ça, ben, on va décider d'aller plus loin avec ça, puis d'étirer ça peut-être ailleurs. Du côté de la FIA, il y a plusieurs nouvelles qui sont arrivées cette semaine. Il y a un dossier qu'on avait en cours, qu'on discute souvent, toi et moi, Mhm. que je veux parler. Avant tout, je veux juste faire un petit parallèle sur une cyberattaque que la Fédération internationale de l'automobile a été victime. Puis en plus, j'ai envie de dire, c'est des pirates, mais des gentils pirates qui ont réussi à s'infiltrer dans le système. On a réussi à avoir accès aux bases de données des pilotes, de plus d'une centaine de pilotes qu'on a réussi à aller voir, parce que bien sûr, la FIA, c'est un employeur aussi. On a des informations personnelles. Et plus précisément, on a réussi à se rendre sur les informations qu'on avait sur Max Verstappen, donc son numéro de passeport, sa licence, sa super licence. On a été capable d'avoir accès à des informations personnelles sur lui, son CV, donc toutes des choses qu'on a réussi à aller chercher sur la base de données personnelles de la Fédération internationale d'automobile. Puis ces gentils pirates-là, pourquoi je le dis, c'est que dans ces domaines-là, des fois, on va prendre ça en otage, puis on va dire, ah, si vous voulez avoir accès à ça ou ces informations-là, ou on va vendre les informations. Bon, on n'a pas fait ça. La seule chose qu'on a fait, c'est on s'est un peu vanté d'avoir réussi à avoir accès à ce dossier-là, puis on a envoyé même un message à la Fédération internationale de l'automobile pour dire, en passant, nous, on a été capable de rentrer, se créer un profil, une clé d'accès et d'avoir accès à toutes vos informations. On peut juste vous donner cette information-là pour vous faites une amélioration à ça parce que quelqu'un d'autre pourrait aussi avoir accès à ces informations-là. Donc, finalement, la FIA dit que ça s'est passé au début de l'été et qu'on a fait les correctifs depuis ce temps-là. Mais j'ai trouvé que, heureusement, que ça a été des gentils pirates. Puis, en même temps, ça ouvre la porte à dire il y a peut-être des moins gentils pirates ou des gens qui sont en charge de faire de l'espionnage pour des écuries ou pour d'autres personnes dans le sport automobile qui pourraient aussi avoir accès à ça. Donc, merci à ces pirates-là d'avoir trouvé cette lacune-là dans le système de la FIA et de les avoir poussés à porter des correctifs pour le futur. Donc, plus de peur que de mal, on peut dire, mais quand même, on a quand même exposé une lacune de leur côté.
Oui, vas-y, excuse-moi. Tu voulais. Non, ben en fait, moi, ce que je trouvais curieux, c'est justement qu'ils soient, puis là encore, je vais faire enfin mes guillemets, des gens en entrée de jeu, les gentils pirates, parce que euh, je trouve ça bizarre que des gens, puis il y en a on va dire je pense qu'en anglais, ils disent des ethical pirates, en tout cas des pirates à l'éthique, à la bonne éthique, qui vont justement contrer, ils vont chercher des arnaqueurs et ils vont les pirater eux-mêmes. Donc, c'est Ouais. des bons pirates. Sauf que dans ce cas-ci, il n'y a personne qui a commandé ça ou quoi que ce soit. C'est comme ça, dire, hey, on va faire une bonne action aujourd'hui, on va se lever, puis on va aller pirater la FIA, puis on va leur dire que leurs fichiers Mhm. ne sont pas sécurisés. Je trouve ça très, très curieux. Puis j'ai comme d'un petit côté dans ma tête, j'ai comme l'impression que c'est peut-être pas la dernière fois qu'on entend parler. Ça va peut-être. Tu sais, il n'est peut-être rien arrivé encore, mais qui sait ce qui va être utilisé comme information peut-être dans le futur. C'est ça, c'est peut-être la pointe de l'iceberg. Puis on se défend là, probablement pour pas avoir des charges. On dit qu'on n'a rien téléchargé de ces informations-là. Donc, ce qu'on a vu, mais on s'en souvient, sauf qu'on n'a pas pris ça. Mais encore là, comme tu dis, on peut prendre ça avec un grain de sel. On ne sait pas, ces gens-là. Je pense que, tu sais, moi, je suis vraiment pas un spécialiste de toutes ces choses-là, mais quand même, je me dis que de ce que j'ai déjà vu dans des émissions de télé ou des reportages, c'est que des fois, eux autres, c'est comme des défis pour eux de dire, ah, aujourd'hui, je vais rentrer sur un site qui m'est interdit, puis je vais réussir à gagner accès. Pour eux autres, c'est ça. Il y en a qui se motivent de d'autres choses, mais il y en a qui font ça. Mais quand même, au moins, le dossier présentement, comme tu dis, c'est peut-être juste la pointe de l'iceberg, mais présentement, il n'y aurait pas eu, il n'y a rien qui aurait coulé à d'autres écuries ou de ces choses-là. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on sait là-dessus. Autre dossier, c'est le plafond budgétaire 2024. Vous allez sûrement en entendre parler au cours de la fin de semaine parce que c'est le dossier chaud présentement au Mexique, tellement que la FIA a dû sortir et donner un communiqué. C'est un peu mal fait. Le plafond budgétaire qui a été implanté en 2021, justement, on en parlait en début d'épisode, tu posais une question là-dessus. Ça prend du temps à comptabiliser ça. Du côté de Mhm. la FIA, on n'a pas tous les employés, toutes les ressources pour tout compter, les dépenses, puis regarder les factures de tout le monde, les reçus, qu'est-ce qu'on a essayé de cacher, faire des enquêtes, tout ça. Donc, on a toutes eu ces informations-là à la fin, un petit peu passé la fin de la saison. Normalement, je pense que c'est aux alentours du mois de mai que les écuries doivent remettre tout ça. Puis là, on est là-dedans. On est en train de tout analyser. C'est plate. On est quasiment à la fin de la saison 2025, puis on est en train d'analyser si la saison 2024 a été conforme. C'est mal fait comme ça. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qui coule, c'est qu'il y a il y a une écurie qui aurait passé le plafond de beaucoup. Puis là, la FIA a essayé de tempérer et disait non, c'est pas fini, on n'a pas terminé notre enquête encore. Donc, pas nécessairement le temps de tout commencer à faire de la chicane puis à dire que quelqu'un a triché. C'est pas nécessairement le cas encore. On est en train de discuter avec les écuries. Il y a Aston Martin qui aurait eu aussi, encore une fois, un bris. On n'aurait pas nécessairement suivi toutes les procédures. Ça ne veut pas dire qu'on a triché. Des fois, c'est une signature à la mauvaise place, une dépense qu'on a mis dans la mauvaise colonne. Comme tu disais Mhm. tantôt, l'amende, mettons, on ne l'a pas comptabilisé. Puis on dit, hey, toi, en passant, tu as vu 50 000, ça va dans ton budget, fait que ton budget n'est pas conforme à ce que tu nous soumets. Donc, il y a des petites pratiques comme ça qui ne sont pas nécessairement de la tricherie. Des fois, c'est juste le temps, c'est encore nouveau. Puis des fois, les écuries, ben, il manque un dossier, il manque un document, comme quelqu'un qui fait son rapport d'impôt. Des fois, on essaie de tout mettre en ordre, mais des fois, il peut y avoir quelque chose de pas correct. Puis là, on reçoit une lettre qui dit, ben là, ça, faut que tu corriges ça, c'était pas à la bonne place. Fait que c'est tout ça qui se passe présentement. Mais quand même, la FIA a sorti un communiqué ce matin pour dire, attendez, là, commencez pas à sauter aux conclusions. Il n'y a pas de scandale encore. On va vous revenir avec ça quand que tout va avoir complété, que les bonnes questions vont avoir été posées aux bonnes personnes, puis que les bonnes réponses vont avoir été données. On pourra faire un jugement là-dessus plus précis. Mais de ton côté, François, ces problèmes d'éthique-là, ces petits problèmes de signature aux mauvaises places, j'imagine que toi, ça te lance pas en bas de ta chaise. En autant qu'on respecte qu'il n'y a pas eu de tricherie, qu'on n'a pas décidé de se payer des employés ou d'utiliser une usine ou une soufflerie 24 heures sur 24 quelque part dans le monde pour essayer d'aller chercher des données ou d'un avantage sur les autres. En tout cas, pour ma part, là, je parle pour moi, je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche. Moi, ça me dérange pas. Les signatures aux mauvaises places, ça me dérange pas. Mais si on commence à cacher des affaires comme ça, ben là, je comprends qu'il y a des conséquences plus graves, mais c'est pas de ça présentement là, que la FIA regarde. Ben, de mon côté, c'est que le plafond budgétaire, c'est un des dossiers dans la F1 sur lequel j'ai l'impression d'avoir le moins de renseignements. Parce que je me questionne toujours à savoir, ben, premièrement, qu'est-ce qui est inclus, qu'est-ce qui l'est pas. C'est sûr que c'est facile d'un peu déterminer qu'est-ce qui est inclus dans la mesure où ce que toutes les activités reliées aux opérations de l'écurie, tests, etc., salaires. Là, on sait, mettons, que les salaires des pilotes ne sont pas inclus parce que sinon, je veux dire, il y en a qui pèteraient le plafond budgétaire d'entrée de jeu. Ensuite, il y a les trois plus grands, Oui. on va dire, trois plus grands salaires dans les dirigeants.
Là, est-ce que. Puis moi, c'est les petites technicalités à la. Est-ce que Helmut Marko fait partie Non. du plafond budget? Non, mais il a quand même son mot à dire et il fait partie. Tu sais, il brasse tellement d'air pour Red Bull, je trouve que c'est un non-sens. Exemple, que son salaire ne le soit pas. Ou soit pas comptabilisé, mettons, dans les trois plus hauts à Red Bull. Tu comprends? Mettons, Mm. est-ce que Zach Brown, lui, parce que Zach Brown, c'est McLaren au complet, c'est pas juste McLaren F1. Est-ce que son salaire est comptabilisé dans le plafond budgétaire? Ben, en tout cas, où est l'un des trois qui n'est pas justement comptabilisé? Donc, j'ai toujours des petites questions par rapport au plafond. Qu'est-ce qui fait partie du plafond? Qu'est-ce qui ne le fait pas? Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais à quelque part, je ne me formaliserai pas, là, comme tu dis, de tu sais, d'une petite virgule mal placée. C'est quelqu'un qui a mal fait sa job. Alors, remarque, à ce niveau-là, par exemple, ils sont censés avoir des comptables extrêmement performants qui, normalement, devraient adresser toutes dépenses. Puis je trouve ça un peu curieux qu'on attende qu'on ait un an de différence entre la fin de la saison et le moment où on analyse vraiment ça, parce que ces écuries-là, c'est une opération au plus haut niveau du sport mondial. Donc, de mon côté, j'ai l'impression que ces choses-là devraient être beaucoup plus droites, beaucoup plus faciles d'accès et surtout beaucoup mieux rangées, là, que ça ne prenne pas tout ce temps-là. Je trouve ça un peu curieux. Mais bon, c'est pas non plus comment dire, c'est un sujet qui est un peu banal ou qui est un peu, on va dire, endormant jusqu'à temps que ça affecte une équipe s'il y a une sanction quelconque qui va être délivrée. Moi, ce que je trouve compliqué dans ce plafond-là, puis on n'est pas les seuls, puis t'es pas le seul, François, à trouver qu'il y a une complexité derrière ça. Je pense que la Mhm. FIA en a au-dessus de leur tête, puis que même les écuries aussi ont du mal à comprendre. Tu sais, on peut reculer en 2021, Red Bull avait pas compris que Dan Fellows, qui était en mode jardinage, qu'on se Mhm, ouais, préparait à aller chez Aston Martin, qu'on avait mis à l'écart, on dit va-t'en chez toi, on va te payer, mais tu n'as pas le droit d'aller travailler pour la compétition, puis on veut pas que tu aies accès à nos secrets. Mais on n'avait pas compris qu'il fallait le comptabiliser quand même sur notre plafond budgétaire. c'est beaucoup Donc, d'argent, là. c'est beaucoup d'argent. Donc, on a rajouté un gros salarié sur tu sais, la FIA a dit non, non, lui, il travaille pour vous, il faut qu'il soit inclus. Ouais, mais on lui demande pas de questions, puis il fait rien pour nous présentement. Il est juste chez eux, puis on lui parle pas. On veut juste pas. Ouais, mais il faut quand même que tu le comptabilises, sinon on peut pas. Tu sais, il y a des petites technicalités comme ça que même les écuries ne comprennent pas encore toutes. Puis même la FIA, des Mhm. fois, a l'air à s'interroger eux-mêmes sur leur propre règlement. Ils disent, ben là, ça, c'est correct, ça passe-tu. Moi, ce qui me dérange de ça, puis me dérange, là, tu sais, je perds pas de sommeil là-dessus, Oui, c'est oui. que il y a des gros manufacturiers automobiles qui sont impliqués avec des écuries. Puis je veux pas, tu sais, je veux pas faire des fausses accusations et tout ça, mais je pense que c'est très dur pour la FIA de savoir ce qui se passe, admettons, chez Mercedes en Allemagne. Parce que oui, il y a Mercedes en Grande-Bretagne, l'écurie de Formule 1, mais qu'est-ce qui empêche Mercedes d'avoir un deuxième étage qui travaille sur la F1 en Allemagne? Mhm. Tu sais, Ferrari, la même chose. Ferrari, oui, on est en F1, on a une usine de F1, mais qu'est-ce qui empêche d'avoir 4 employés qui travaillent secrètement dans un bureau Ferrari X qui sont pas en train de concevoir une voiture concept qui va être vendue, mais plutôt on fait du travail sur l'écurie. Quand on a puis, tu sais, Red Bull, c'est la même chose. On a des grandes tentacules. On a un Red Bull Technology qui travaille sur des voiliers, qui fait de la soufflerie pour ça. Mais comment on fait pour on peut pas être là 24 heures sur 24. On a un manque de ressources, on a un manque d'employés. Donc, c'est pas évident d'être partout et de tout vérifier ça. Donc, je le sais que à la base, le but, c'est que tu dépenses plus 400 millions comme on Ouais, faisait dans le temps chez Mercedes. Ça, c'est réussi, c'est mission oui. accomplie. Mais des petites entourloupettes, c'est toi qui as utilisé ce mot-là tantôt, mais je pense que Ouais, c'est. ça se peut, ouais, une entourloupe, ouais, ouais, En ouais, tout c'est cas, c'est sûr, c'est moi. il me semble que ça vient de toi. En tout cas, je l'ai déjà Oh entendu oui, toi. Mais oh oui. ça, on n'est pas à l'abri de ça. Puis, mais comme je dis, le but du plafond budgétaire, il fonctionne, c'était justement d'empêcher les écuries de dépenser 400, 500 millions Mhm. pendant qu'on a une écurie Haas qui en dépense 90. Donc ça, c'est Exactement. pour ça, pour moi, pour ça fonctionne. Puis il faut juste continuer de le peaufiner pour le rendre encore. Hey, l'autre fois, je me rappelle dans l'émission quand tu l'as dit. Tu sais. Oh mon Ouais, Dieu. parce que j'ai tendance, je sais pas pourquoi, j'ai tendance à dire faux fini, qu'il n'y a aucun rapport. Puis, tu sais, Ouais, quand je le dis vite, j'ai l'impression, en tout cas, c'est pour ça que j'ai ouais, fait attention, que ça sorte bien, parce que tu me l'as déjà dit. Tu dis-tu faux fini ou pas fini? Je sens que c'est ouais. vrai que, même moi, quand je m'écoute, je peux pas dire ce que je dis. Mais là, je fais bien attention à la prononciation. En tout C'est cas, bien drôle. ah ouais. Un dossier qu'on a parlé ensemble déjà dans des Mhm. épisodes du F1 Podcast, mais on a délaissé dans
les dernières semaines parce qu'on avait d'autres choses à traiter, mais nous, ensemble, dans nos conversations personnelles, on en jase souvent. Mhm. C'est les élections, l'élection de la FIA, Fédération internationale de l'automobile, encore pour les gens, on en parle beaucoup, là, c'est depuis tantôt, c'est ça le sujet, mais l'élection qui est due pour le 12 décembre, faut que des candidats donnent leur candidature s'ils veulent se présenter contre Mohamed Ben Sulayem. Euh, on en a eu des possibles candidats. Il y avait Laura Villers, Ouais. c'est une pilote française de mémoire. Mhm. Après ça, il y avait Tim Mayer, l'ancien commissaire qui était là un peu par vengeance parce qu'il a perdu son emploi comme commissaire de la vie, donc voulait tenir Mhm. tête au président. Puis après ça, on était rendu qu'il y avait une Miss America ou quelque chose comme ça qui voulait se présenter. Là, ça devenait un peu farfelu. Mais tout ça pour dire, c'est qu'il n'y en aura pas finalement d'élection. Le 12 décembre, si on continue comme ça, Mohamed Ben Sulayem va gagner par défaut. C'est toute une histoire là, pour les gens. Là, je vous dis, là, vous n'allez pas en revenir. On parle de démocratie ici, mais il n'y en a pas vraiment de démocratie. C'est Mhm. qu'on doit aller chercher des signatures dans des places principales, donc à plusieurs endroits. Bien sûr, c'est un championnat du monde. Tu représentes à l'international, donc tu dois avoir des... Comme c'est la même chose en politique, ça j'ai envie de dire, là, c'est la même chose. Tu dois avoir des personnes qui t'appuient. Là, par exemple, tu dois avoir des membres de la FIA qui t'appuient, puis tu dois les avoir dans différents endroits dans le monde. Mhm. Où ce que ça bloque, c'est à un endroit particulier, il y a seulement une représentante. Donc, cette personne-là donne son appui à Mohamed Ben Sulayem et les autres, pour avoir une candidature en bonne et due forme, pour être retenu et avoir le droit d'aller chercher des votes et être sur comment on appelle ça, le billet, là, dans le fond, où ce qu'on vote, Mhm. on doit avoir quelqu'un de cet endroit-là. Sauf qu'il y a seulement une personne et cette personne-là donne son appui à Mohamed Ben Sulayem. Et cette personne-là se trouve à être la femme de Ouais. Bernie Ecclestone, Fabiana Flosi. Donc, Ouais. à ce moment-là, moi, j'ai envie de te dire que le président de la FIA, c'est pas Mohamed Ben Sulayem, c'est Fabiana Fiosi, puis on pourrait même dire que c'est Bernie Ecclestone qui est président de la FIA présentement, là. Ben oui, c'est ça. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait bien rire parce qu'on avait toutes ces candidatures-là, hein, qui arrivaient. Carlos Sainz Senior, bon, Tim Oui. Myers, la pilote, tu disais Laura Villard, puis c'était aussi, je pense, Virginie Philippot, une ancienne Miss, je sais plus quoi, Suisse ou quoi que ce Ouais, soit. c'est, en tout cas, c'est ça, Mais c'est, c'était quand même une journaliste, ouais, c'est une ouais. femme c'est une femme qui était impliquée dans la course, puis je trouvais ça par contre un peu dommage, tu sais, qu'on fasse juste ça. Ah, une ancienne modèle et participante de Big Comme je viens de Brother, mettons. faire, comme je C'est- viens de Non, faire. non, ouais, non, mais en fait, c'est parce que c'est la seule. Tu sais, c'est sûr que c'est là Mhm. que les gens la connaissent, mais n'empêche que cette fille-là, cette femme-là, pardon, a peut-être des compétences. Sauf que le problème, comme tu le dis, c'est ce fameux vote d'appui. Parce que quand j'ai appris, parce que je ne le savais pas d'entrée de jeu, là, au début de nos conversations, j'ai appris ça il y a peut-être 3 semaines, que ça prenait absolument l'appui, on va dire, je pense que c'est une dizaine de régions à travers le monde où des représentants doivent donner leur appui à des candidats. Là, en Amérique du Sud, il pourrait y avoir 6 organismes qui ont des représentants. Par contre, il y a juste un organisme qui en a une, et tu l'as dit, Fabiana Flossi ou Fabiana Ecclestone, parce qu'elle est mariée depuis 2012 avec le grand Bernie. Elle était la directrice du Grand Prix du Brésil. Donc, c'est sûrement comme ça qu'ils se sont rencontrés. Fait qu'elle elle appuie Mohamed Ben Sulayem. Là, s'il n'y a pas possibilité d'avoir un deuxième appui, je trouve ça un peu embêtant qu'un processus démocratique de ce type-là n'en soit pas un. Sinon, ben, s'il y a juste un représentant, au pire, peut-être faire un addenda si on veut, puis oublier cette région-là, vu qu'il y a juste un. On Exactement. oublie l'Amérique du Sud et on y va à neuf parce que celle-là, on ne peut pas la considérer comme, je ne parle pas de la dame, mais bien de la région, comme une région valide, compte tenu qu'il n'y a pas assez de gens pour appuyer. Donc, ça fait que Mohamed Ben Sulayem va gagner par défaut. Les autres candidats, quand même, ils veulent se présenter, ils n'ont pas l'appui. Est-ce que ça donne le temps à d'autres organismes d'apporter Je pense que le processus de nomination, tout ça, est rendu trop. Le temps en cours et je pense pas qu'on ait le temps là, on va dire, d'apporter Non. de nouveaux appuis en Amérique du Sud là, pour cette région-là. Donc, écoutez, semble-t-il qu'on va être pris avec, ben, je dis pris, on va être pris avec Mohamed Ben Sulayem pour le prochain mandat. C'est probablement ce que Lewis Hamilton se dit qu'il va être pris avec lui parce que c'est pas très bien dans leur relation. Les régions, tu sais, c'est Europe, Amérique, Asie, Pacifique, Afrique, Moyen-Orient. Donc, ça te prend une personne, un mandataire qui signe dans chaque endroit. Puis ça, je trouve ça encore correct parce que, comme je l'ai dit,
admettons, François Goulet qui décide, ah, moi, je vais être en charge de la FIA. Ouais. Mais si personne te connaît à l'international, donc c'est pas évident d'aller chercher une candidature, puis même de donner un certain sérieux à ta candidature, de dire, ah, ben lui, ce gars-là, oui, on le connaît, parce que c'est quand même, tu deviens pas juste président de l'Amérique, tu viens président d'une fédération internationale de l'automobile. Donc, c'est important que tu aies de la représentation partout, que tu aies des gens qui te soutiennent partout. Sauf que là, à la limite où ce que tu as une personne à cet endroit-là, donc c'est trop donné. Tu sais, il n'y en a plus de Ouais. démocratie parce que c'est seulement cette personne-là qui va trancher. Comme j'ai dit tantôt, je ne veux pas lui prêter des mauvaises intentions, sauf pour moi, c'est elle la présidente de la FIA. Puis à l'arrière de ça, ben on sait que Bernie Ecclestone, c'est un gars qui est très influent, son mari. Donc pour moi, j'ai Mhm. appris à travers tout ce processus-là des derniers mois que le président de la FIA, ben c'est Bernie Ecclestone parce que c'est lui qui peut décider qui va être là. Donc tu sais, admettons, je te donne l'exemple. Ben Sulayem prend une décision, dit ah moi je veux faire ci, je veux faire ça. Puis Bernie Ecclestone dit ah non non tu fais pas ça. Puis là les deux s'obstinent. L'autre il peut carrément dire hey, tu veux-tu que ma femme elle appuie quelqu'un d'autre? Ouais. Le chantage que ce gars-là peut faire, le pouvoir qu'il a entre les mains, c'est pas correct. C'est vraiment pas correct. En tout cas, c'est injuste. Ça devrait Ouais. pas être comme ça. Donc, pour moi, il y a une grande injustice là. Il y a une grande problématique. Il y a quelque chose il y a un correctif qu'il faut qu'il soit apporté le plus vite possible parce que sinon, tu sais, sa femme, là, tu l'as dit, t'as dit le grand Bernie, là, elle a l'air de mesurer 7 pieds 9 à côté de lui, là, quand tu le regardes, là, sur les photos. Mais c'est trop de pouvoir à donner à cette femme-là. C'est trop de pouvoir pour n'importe qui dans le monde. Pour n'importe quelle personne, tu peux pas avoir le contrôle sur. Sinon, on fait juste nommer un roi de la FIA, puis ça va être Mhm. plus représentatif de ce que c'est vraiment, parce qu'il y a personne qui peut le détrôner de là. Tant qu'il reste dans les bonnes grâces de la famille Ecclestone, ben, il va pouvoir garder son poste parce qu'ils vont pas appuyer quelqu'un d'autre en attendant. Donc, ça, c'est. Donc, oubliez ça, les élections pour la FIA, à moins qu'il y ait un grand revirement de situation dans les prochaines semaines parce que c'est le 12 décembre que c'était prévu. Donc, on commence vraiment, vraiment à se faire tard. Donc, on va manquer de temps sur ce côté-là. Et je termine rapidement avec deux petites nouvelles qui ont sorti. Donc, Hot Wheels, tu collectionnais ça sûrement quand tu étais jeune, hein? Oh, certain, mon homme. Moi, j'avais beaucoup les majorettes qui étaient en métal puis plus représentatives, mais les Hot Wheels, quand même, il manquait deux écuries pour joindre la famille. Ferrari avait pas donné son accord au manufacturier encore et Aston Martin, et c'est réglé. Donc, les 10 petites voitures pourront probablement être sous le sapin à Noël si vous voulez donner ça en cadeau. Il en manquait deux dans la collection, donc ils ont signé un accord. Donc, Hot Wheels va avoir Ferrari et Aston Martin qui va se joindre. Et la dernière nouvelle en terminant, ça fait quelques semaines que je voulais en parler. Ils vont être fâchés après moi, en tout cas s'ils m'entendent, mais au moins on le fait. C'est les concerts CGV qui vont avoir lieu maintenant, circuit Gilles Villeneuve. On en parle un peu là, que partout dans le monde, on met notre ADN dans un circuit de course, dans un Grand Prix. On veut vraiment implanter notre culture, montrer ça à la télévision. Et on va dans cette même optique-là. Puis ce qu'on vient faire aussi, c'est créer un dérivé. Toi, tu t'intéresses à la F1, ton Mhm. épouse ou ta blonde veut faire autre chose, mais elle peut aller voir un concert pendant que la course où tu peux justement joindre l'utile à l'agréable, de dire le jour on regarde les courses, puis le soir on va aller voir ton artiste que t'aimes se produire en spectacle. C'est 100% canadien ce qu'on offre. Ça, je trouve Mhm. ça le fun quand même, l'alignement. Si on regarde qui va performer, Simple Plan. Après ça, Matt Lang, ça c'est le 22 mai. Brian Adams qui va être là avec Dean Brody. Ça c'est le 23 mai. Et la dernière journée, ça va être Alessia Cara et le groupe The Beaches, que j'ai déjà vu justement à Ottawa en concert. Ça va être le 24 mai. Par exemple, soyez prêts à débourser un certain montant additionnel. Quand je dis un certain montant, c'est 250 $ plus taxes pour la journée de vendredi, 350 pour la journée de samedi, et c'est le même prix aussi pour la journée de dimanche. Donc, 350 $ si vous voulez ajouter un spectacle à votre week-end de course. C'est ce qui conclut notre actualité. Maintenant, on passe à la journée de vendredi à Mexico City. Eh bien oui, c'est au cours du week-end que l'Autodromo Hermanos Rodriguez se transforme en théâtre pour la 20e ronde du championnat du monde 2025 pour une 25e fois au Mexique, mais pour une 10e fois sur ce circuit qui a été remodelé en 2015, un tracé de 4,304 km, 17 virages. Les pilotes peuvent atteindre des vitesses de 350 km à l'heure. Ça sera sûrement battu au cours du week-end. 3 zones DRS seront à leur disposition et ils devront compléter 71 tours lors de l'épreuve de dimanche. Les gommes que Pirelli a choisi, c'est les C5, C4 et une balle courbe encore une fois avec Ah, la C2 pour la gomme
dur. On va commencer par ça, avant de parler du circuit et à quel point qu'on aime cet événement-là. C'est la balle courbe encore de Pirelli. Comment t'as trouvé ça, toi, Austin? J'avais pas d'opinion, c'est rare, moi, que j'ai pas d'opinion. Mais après le Grand Prix, je dis, est-ce que ça a fonctionné qu'on a fait cette fameuse balle courbe-là de changer les gommes, de dire qu'on décale, on va avec C4, C5, C4, puis la dure, on saute une étape, on ne donne pas la C3, on donne la C2. Austin, à Spa, on avait fait l'étude, finalement, il y avait eu de la pluie, ça n'avait pas fonctionné. Austin, c'était vraiment le banc d'essai. Là, après ça, j'étais là, j'essaie de tirer des conclusions. Je dis, est-ce que ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné? Ça a donné un spectacle. Si le but était de provoquer un deuxième arrow pluie, ben, ça n'a pas fonctionné parce qu'on l'a fait en un arrêt. Sauf que ça a quand même donné beaucoup d'incertitudes aux écuries. Ça les a forcés à travailler. Tout au long du week-end, on savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Finalement, on a vu Charles Leclerc partir en gomme tendre. On a vu les autres en médium. Finalement, on a fait l'inverse. Donc, point de vue spectacle, pour moi, ça a été une mission accomplie. Mais je suis curieux de voir, toi, cette balle courbe-là de la part de Pirelli. Comment tu as trouvé ça, là? Ben, je l'appréciais a priori, hein, quand on en parlait Mhm. dans le guide la semaine dernière. On appréhendait la fin de semaine avec beaucoup d'optimisme à cause de ça. J'ai été quand même très surpris qu'on n'ait pas ces deux arrêts-là parce qu'on avait évoqué que Austin était sur le calendrier le quatrième circuit en termes de stress appliqué aux pneumatiques. Donc, on s'attendait peut-être à une usure, on va dire, un peu plus agressive là, au niveau des gommes. C'est sûr que Austin, c'est un circuit bosselé. J'imagine qu'il y a du resurfaçage qui doit se faire. Donc, c'est peut-être pas non plus le circuit où la dégradation des pneus, malgré le stress appliqué, est la plus agressive. C'est peut-être pour ça, parce que je pense que les équipes ont été aussi surpris peut-être que nous, que les gommes durent aussi longtemps. On parlait de Mhm. Charles Leclerc, toi et moi, tantôt. C'est pas 26 tours qu'il avait fait avec la gomme tendre et avec la voiture pleine d'essence. Donc, corrigez-moi si je me trompe avec 26, mais on n'était pas loin du compte, là. Bon, Donc, j'ai 22, mais c'est peut-être 26 aussi. Il me semble que j'ai OK. 20. Mais Ben, c'est ça se pas peut que ce grave. soit C'est beaucoup. 23. Je Ouais. pense que c'est un On multiple va, de 3. Fait c'est ça, on va que, trancher en deux. tout Ouais. ça pour dire que c'est quand même beaucoup plus que ce qu'on peut espérer. Normalement, une gomme tendre, on s'attend à un 12 ou 15 tours. Surtout un circuit long comme Mhm. celui d'Austin. Donc, tout ça est venu un peu brouiller les cartes. Toi, tu es justement dans nos fameuses conversations en privé que maintenant on étale à toute la francophonie. Tu t'es dit peut-être qu'on aurait dû y aller avec un spectre au-dessus, exactement comme celui qu'on va avoir en fin de semaine Oui. au circuit Hermanos Rodriguez. Donc, la C2, C4, C5, ça aurait peut-être pu être là justement un enjeu. En gros, comme tu l'as dit, mission accomplie. Moi, j'ai vécu une super belle fin de semaine de course pour le Grand Prix d'Austin. On a eu une belle course sprint. C'était vraiment bien, même qu'on parlait de l'échantillonnage, ben là, on y a eu droit, je pense, à la meilleure course sprint qu'on a eue à date là, à Austin dans les trois qu'on a eus, évidemment, sans oublier tous les drames qui sont joués ou déroulés. Donc, écoute, moi, mission accomplie. J'aime bien. Je suis content que ce soit arrivé. J'espère qu'on va retenter l'expérience, peut-être avec une petite modification. Et j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner en fin de semaine aussi là, avec ce spectre-là. C'est le genre de truc que je veux voir de la part de Pirelli là, pour un peu pimenter un peu l'expérience. Ouais, moi, je le dis, tant qu'on essaie des choses, des fois, je peux être critique. Je pense qu'on le fait bien ici où on fait un podcast. Quand c'est le temps de critiquer, on le fait, on se cache pas. Puis quand Mhm. c'est le temps de dire quelque chose qui est bon, moi, je vais jamais critiquer la FIA pour essayer quelque chose. L'histoire de mettre deux arrêts obligatoires à Monaco, ça n'a pas fonctionné. Il y en a qui ont critiqué, mais on a essayé. Ça n'a pas marché, mais au moins, Mhm. on tente quelque chose. Puis là, c'est la même chose. On l'avait essayé à Spa, on n'a pas pu faire l'étude. On le ramène à Austin. Puis là, on se dit, bah, peut-être comme je dis pas qu'on a écouté ce que je t'ai dit, là, parce que j'espère qu'on n'a pas des micros pour entendre nos conversations privées, même si des fois ce serait le fun qu'on nous entende, mais Ben ou qu'on ouais. écoute le podcast. Mais oui, c'est peut-être l'erreur qu'on a faite à Austin de dire on aurait peut-être dû aller un peu plus tendre. Donc là, c'est ce qu'on fait. Là. On va C5, C4, puis on va C2. C'est sûr qu'il y avait c'était avertissement de chaleur intense du côté d'Austin, mais c'est que Mhm. c'est chaud aussi. Mais peut-être que c'est justement la petite balle courbe de plus en fin de semaine qu'on dit vous avez déjoué nos plans en utilisant beaucoup la gomme tendre pendant la course. Ben là, la tendre, elle va durer un peu moins longtemps parce que c'est la C5. À ce moment-là, ben, C5, C4, le compromis, vous allez peut-être être obligé de faire deux arrêts parce qu'on va vous forcer à embarquer plus rapidement sur les médiums. Normalement, la plage pour les gommes tendres, on dit 14 tours, des fois 12, 15. Mais à ce moment-là, sur un
Grand Prix, comme je disais tantôt, de 71 tours, si tu essaies la gomme tendre en début, il va falloir que tu changes pour la médium, mais la médium ne t'emmènera pas à la fin. Et puis, si tu essaies de prendre la dure, ben la dure, tu n'en voudras peut-être pas parce que c'est la C2, l'écart est trop grand. Tu vas peut-être perdre, bon, on n'a pas encore les statistiques exactes, mais tu vas peut-être perdre plus qu'une seconde d'efficacité entre ta C4 et ta C2, donc c'est beaucoup moins tentant d'aller la chercher. Encore là, on parle, on ne le sait pas. On va voir ce qui va arriver, mais c'est quelque chose d'intéressant. C'est un facteur important sur le week-end de course à prendre en considération. C'est cette fameuse balle courbe-là envoyée par Pirelli, que je salue encore une fois, qu'on continue d'évoluer là-dessus. Et j'aimerais, je le répète encore une fois, j'aimerais qu'on oblige les écuries à faire 2 arrêts d'ici la fin de la saison pour qu'on retente cette expérience-là aussi, voir si c'est pas quelque chose, un outil de plus qu'on pourrait avoir dans notre sac au cours des prochaines années pour pimenter le spectacle à certains endroits où ce que c'est nécessaire. Trajectoire technique, qu'est-ce que les écuries ont apporté pour le week-end? On le dit, il y en a de moins en moins qui apportent des améliorations, mais du côté de Red Bull, on est dans la course au titre. On veut absolument défier les McLaren, continuer à leur mettre de la pression. Donc, on continue de développer la voiture. Ce qu'on a apporté, c'est des révisions subtiles de la surface supérieure à l'entrée du conduit là, du radiateur. Donc, oui, ça aide un peu pour le refroidissement à un endroit où on a besoin de cette aération-là, mais on veut venir maximiser aussi l'appui qu'on va être capable de donner sur la voiture. Il y a aussi une modification sur le bord de l'aile du plancher. Encore là, on veut extraire plus d'appui aérodynamique, donc accentuer la charge sur la voiture sans compromettre la stabilité et le ballon de l'auto, l'équilibre, puisque c'est quelque chose qu'on a réussi à corriger au cours des dernières semaines qui fait une grosse différence. Verstappen se plaignait de ça depuis longtemps, là, que comme quoi sa voiture, il y avait toujours un manque d'équilibre, mais ça, on a réussi à régler ça. De l'autre côté, ben, on a aussi fait des améliorations pour le système de refroidissement. D'ailleurs, il y a plusieurs écuries qui ont fait de même. C'est toujours comme ça au Mexique. Ferrari, Racing Bulls ainsi que Williams et Stack Sauber sont allés dans le même côté des modifications qui sont liées au système de refroidissement. Pour du côté de McLaren, on n'a toujours pas d'amélioration sur notre voiture, donc on est. C'est peut-être pas la meilleure nouvelle pour Ouais, Piastri. ça commence à devenir drôle. Ça commence à devenir long. Mais là, on se concentre sur 2026. Mais c'est ce que je demandais à Kevin la semaine dernière. Est-ce qu'on n'a pas été un peu trop vite à se concentrer sur 2026? On semblait en contrôle de la saison. C'est quelque chose qu'on pourrait ou qu'on commence déjà à regretter, hein, probablement du côté de McLaren, d'avoir. C'est correct, là, si 2026, on a une bonne saison, on va se dire, ben, on a peut-être bien fait les choses, sauf que si tu ne sécures pas un championnat des pilotes en 2025, on en a souvent parlé, François, ensemble, tu es dans cette optique-là. C'est pas parce que tu te bats pour un titre cette année que ça va revenir. Ça se peut que ça ne Mhm. revienne jamais, même. Ben, c'est ça, je me questionnais sur la même chose. C'est sûr que étant McLaren et avoir dominé autant, avoir eu une avance comme ça, eux, en tant qu'écurie, on va dire, en tant qu'équipe ou entreprise, si on veut, c'est mission accomplie parce qu'ils ont été chercher le championnat des constructeurs Oui. et ils vont avoir la cagnotte associée à ça. Maintenant, jusqu'à quel point pour une écurie, le championnat des pilotes leur est important maintenant? Je trouve ça drôle à dire parce que nous autres, en tant que fans de course automobile, ça a toujours été le championnat des pilotes, Mhm. qui est comme le championnat des constructeurs en bon québécois. Ben là, maintenant, on s'y intéresse beaucoup plus, mais avant, on s'en foutait. Sérieusement, là, quand j'étais plus jeune, moi, ça ne m'intéressait pas. Le championnat des constructeurs, je l'entendais à droite à gauche. C'est sûr que là, maintenant, je suis rendu un adulte, ça fait longtemps. Là, ça m'intéresse un peu plus parce que je connais tous les enjeux. Mais jusqu'à quel point une écurie est intéressée par ça et se dit, ben nous, notre mission est accomplie. On ne dépensera pas plus d'argent pour ça parce qu'on a tellement d'avance et en même temps, je pense que tout le monde se disait début, milieu d'année que ça allait être l'un ou l'autre des pilotes McLaren et qu'ils étaient intouchables. Eh bien, pour répondre à ta question, je crois que oui, McLaren a abandonné, on va dire, un petit peu trop vite ou a sous-estimé probablement les bons que les autres écuries feraient, probablement en pensant que les écuries également Mhm. lanceraient l'éponge trop vite et n'iraient pas chercher. Et c'était bien mal connaître Red Bull et leur prodige Max Verstappen parce qu'ils ont trouvé quelque chose qui a amélioré la voiture. Déjà, Tsunoda commence à avoir un petit peu plus d'allure. J'ai bien dit un petit peu plus d'allure, mais Max Verstappen, déjà qui réussissait à performer à certains circuits avec cette voiture-là qui était, on va dire, pas très conviviale, maintenant semble très confortable dans la voiture et Zach Brown l'a dit, 40 points en avant de Max Verstappen, c'est beaucoup trop peu pour se sentir confortable. Non, il n'y a pas de confort avec lui. Puis Non, pas là, là.
C'est ça, on a sous-estimé Red Bull, puis on a peut-être sous-estimé à quel point que la ligne était mince, qu'il en manquait pas tant que ça à Max pour justement livrer une bataille à armes égales avec McLaren. Je pense que c'est là qu'on l'a échappé du côté de l'écurie. Est-ce qu'on accorde de l'importance au championnat des pilotes? J'ai déjà eu Christian Horner qui se prononçait là-dessus, puis il disait l'argent est dans le championnat des constructeurs. Ça, c'était en 2021 quand on avait perdu le championnat des constructeurs à Mercedes, mais on avait gagné le championnat des pilotes. Il avait dit, Mhm. puis je trouve que c'est la meilleure façon de le décrire, il avait dit le prestige est dans le championnat des pilotes, mais l'argent est dans le championnat des constructeurs. Mhm. Donc, puis aujourd'hui, comment ça fonctionne, François? Le prestige, c'est du marketing. Le prestige, il y a une façon de monnayer ça. Donc, si tu es capable de dire à tes commanditaires, on va prendre par exemple, McLaren a une entente avec Google ou ces choses-là, mais si tu es capable de dire, toi, tu mets ton nom sur la voiture des champions constructeurs, là, le monde fait comme, ah, OK, puis ça vaut tant ça. On rajoute des dollars, on rajoute des zéros au bout de la ligne parce que nous, on est champion constructeur, donc ça te coûte plus cher être sur notre voiture. Mais là, si tu es capable d'ajouter, tu vas aussi avoir ton nom sur l'uniforme du champion des pilotes. Là, on peut rajouter des dollars au bout de la ligne. C'est ce que Red Mhm. Bull fait bien avec Verstappen et c'est ce qu'on multiplie à toutes les fois. On dit, ben là, c'est 4 titres. C'est quelqu'un qui va être à la télévision. Même quand il performe pas bien, on va vous le montrer pareil parce que les gens C'est veulent vrai. savoir. Donc, c'est ce côté-là. Donc, je pense que la meilleure façon de répondre à la question ou à l'interrogation que tu soulignais, c'est de dire le prestige est dans le championnat des pilotes et l'argent est dans le championnat des constructeurs. Donc, on veut être capable d'avoir les deux. Puis je trouve que ça serait un peu je trouve que ça serait un manque de respect. Puis je te dis pas qu'on pense pas comme ça du côté de McLaren, mais je pense qu'on doit ça à Oscar Piastri et à Lando Norris qui ont tout fait dans les bonnes grâces là, de ce qu'on leur demandait. Là. En tout cas, à la limite, là, on dit faites ci, faites ça, faites ci. Gagner notre championnat, il faut penser à l'équipe. Mais là, on a pensé à l'équipe, on vous a donné le titre. Pensez donc à nous là, un peu puis à notre carrière. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans le futur si on va être capable de sécuriser ça quand même. Parce que j'ai l'impression que l'impact sur McLaren va être énorme. Ben, j'ai pas l'impression, c'est certain. Si on échappe ça, Ah oui, ça va toujours être un championnat. Tu vas voir le titre. Tu sais, on met toujours la fameuse, le fameux logo là, du championnat en or là, sur le bord des puits, puis on va avoir ça à l'usine, notre titre, mais ça va toujours rester 2025. Ah, vous étiez champion constructeur 2025. Ouais, ça c'est l'année que qu'on l'a échappé. Hein. ouais, puis ça va devenir. Ça aussi, j'ai envie de te parler de ça parce que, bien sûr, les gens vont comprendre. Il n'y a pas eu d'essai libre encore. Là. Ça se passe présentement au moment Ouais. qu'on se parle. Ça vient de commencer. Donc, on n'a pas de ça à parler. Donc, on fait ça un peu différent. On va mettre la table, bien sûr, pour le week-end. On va parler de ce qui se passe à l'endroit. Mais si Verstappen gagne ce titre-là, là, il est à 40 points. Ouais. Ça se classe où, toi, dans ton historique de F1? Ça se classe-tu dans les meilleurs championnats de tous les temps? Ça se C'est... classe-tu? Ouais, vas-y. En fait, non, je vais te laisser finir ta Non, non, mais question. tu sais où Mais... tu sais exactement où je Bon, m'en OK, vais, je là. sais où Ouais. tu t'en vas. Ouais. En fait, je vais dire oui, parce que écoute, dans les meilleurs championnats de tous les temps, depuis que j'ai eu la chance de gagner, de regarder pardon, la F1, c'est sûr que moi, a priori, c'est Villeneuve-Schumacher en 97. Oui. On avait aussi le sentiment d'appartenance, tout ça. Mais ce qu'on vit en ce moment, ça, on a une chance que ce soit historique. En même temps, ça se pourrait qu'à la fin de semaine, on fasse ah là, c'est peine perdue, mettons Verstappen abandonne et Mhm. Piastri a gagné la course et là, le narratif change complètement. Mais au moment où on se parle, Verstappen est en troisième position au championnat, pour ceux qui ne savent peut-être pas. Il est exactement à 40 points derrière Oscar Piastri. Il se doit, à chaque fin de semaine, de faire 8 points, mettons qu'on divise ça, là, de faire 8 points de plus qu'Oscar Piastri. Ça veut dire que s'il gagne toutes les courses, incluant les sprints, il va quand même avoir un petit déficit de 3 points. Et ça, c'est présumant qu'Oscar Piastri finirait deuxième à toutes les courses, que Verstappen gagnerait, chose qui est très incertaine. Donc, Verstappen, on l'avait amené dans la conversation il y a quelques semaines, mais on se disait, il est mathématiquement là, Verstappen, peut-être dangereux, mais pas plus. Là, on peut vraiment dire qu'il s'est invité à la fête et il n'y a aucun des deux pilotes, Piastri ou Norris, qui peut se sentir confortable et encore plus, ça leur apporte une pression incroyable. Et moi, ce que ça me donne en termes de partisans de F1, j'ai comme une certaine adrénaline qui monte juste à penser à cette fin de saison-là. Puis elle est alimentée par cet espoir de voir un moment historique. Pas nécessairement parce que c'est Verstappen en tant que tel, mais de voir ça se dérouler sous mes yeux. Est-ce que ces deux pilotes-là vont échapper le championnat au profit d'un pilote qui va exécuter à la perfection?
Est-ce qu'on va avoir une dernière course où les trois peuvent partir avec le championnat? Cette saison-là qu'on attendait comme étant la meilleure, qu'on présumait comme étant la meilleure l'année dernière, qui a été un petit peu, on va dire, qui s'est envolée vers McLaren, elle retourne vers on va dire, cet espoir de devenir une des saisons. Du moins, j'ai l'espoir que ça devienne une des fins de saison les plus enlevantes de tous les temps, justement à cause du retour de Verstappen là, à l'avant-scène. Mais c'est ça, on prévoyait que ça serait la meilleure saison de l'histoire de la F1. Du moins, moi, j'avançais ça souvent à cause de la parité dernière année avant les réglementations. Puis c'est pas du tout ce qu'on avait. Même si on a une très bonne saison, c'est pas ce qu'on avait. Mais là, comme tu dis, le vent a tourné, puis on pourrait quand même conclure cette saison-là, dire Wow, on vient de vivre un moment historique. Je pense qu'on en vit un déjà, déjà que la tendance retourne. Moi, ce que j'aime aussi, c'est pour le sport. Moi, j'ai des gens qui m'envoyaient des prédictions, qui disaient Ah, c'est fini, c'est Piastri le champion. Puis ça, c'était au Grand Prix de Miami. Puis moi, je sais pas vous dire, jamais, 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 je vais déclarer un champion au mois de mai dans un sport, dans n'importe quel sport, mais la Formule 1 encore plus. Mais souvent, les gens ont cette fausse Mhm. cette fausse interprétation-là de dire Ah, ben, c'est fini, c'est réglé, c'est jamais fini. Puis j'ai envie de dire encore plus avec la nouvelle F1, avec les plafonds budgétaires, avec la réforme sur le partage du temps de développement, c'est pas terminé. On l'a vu, McLaren était nulle part il y a quelques années, ils sont maintenant des champions constructeurs. Puis Mhm. finalement, avant même que la saison se termine, le monde était prêt à tout leur donner les titres. Puis finalement, ben, le vent retourne. Puis là, c'est Red Bull qui revient, c'est Verstappen. Donc, c'est bon pour le sport, c'est bon pour notre podcast, c'est bon pour Ben tout. oui. C'est bon pour tout. Donc, c'est phénoménal ce qu'on voit là. Puis ça montre encore une fois à quel point que Verstappen, c'est un talent générationnel. Oscar Piastri, on le sait qu'il est talentueux, mais malheureusement, pour lui, c'est un peu injuste. Il se retrouve dans une bagarre au championnat, une bagarre au titre, alors qu'il a seulement 3 ans d'expérience en F1, puis il se bat Mhm. contre un des meilleurs de toute l'histoire. Puis de l'autre côté, ben, il y a son coéquipier qui est comme un adversaire en même temps qui peut pas l'aider. Donc, c'est toute une situation. C'est vraiment phénoménal de voir. Est-ce que c'est Piastri qui va pouvoir montrer que ah non, moi j'ai des nerfs d'acier. Je vais prendre les propos que Kevin Fontaine a dit. Est-ce qu'il y a vraiment une fissure sur Piastri? Donc de montrer que non, j'ai pas de fissure, j'ai juste eu un passage à vide, c'est normal, je suis jeune, mais je vais remonter, je vais sortir mon meilleur parce que là, c'est ce qu'il doit faire. Autant Norris que Piastri, ils doivent sortir leur meilleur pilotage en carrière. Si tu fais Ah pas oui. ça, 40 points, ça sera pas assez. J'ai envie de prendre les phrases de Zach Brown. Si tu sors pas ton meilleur, 40 points, c'est pas assez pour battre Max Verstappen. Il va trouver une façon de venir justement te dépasser. Moi, j'ai envie de dire une prédiction que c'est lui qui va terminer deuxième au championnat. C'est sûr qu'il termine devant un des deux McLaren. Est-ce qu'il va terminer premier? Ça, on ne le sait pas encore. Mais moi, je pense Et- que le deuxième rang, c'est pas mal. Il va aller le chercher le deuxième rang. Mais c'est pas ça qu'il veut, lui. Lui, comme il l'a dit il y a quelques semaines, c'est gagner ou perdre. Il n'y a pas de position. Mhm. Il n'y a pas Ouais, de. c'est ça. 50-50 qui disait, hein, Ah, il tu me fait gagnes, bien rire. c'est tu gagnes ou tu perds. Ouais, Mais c'est c'est ça. drôle parce que là, les gens vont me prendre pour un joueur compulsif. Tout le monde sait que j'ai une petite gageure sur Pierre Gasly ou Oui. Esteban Ocon au championnat. Ben, fin de semaine passée, mon meilleur ami Simon a quitté la maison en disant bon, Verstappen va gagner le championnat cette année. On gage dessus. Parfait, un apéro. Fait que moi, dans le fond, si Verstappen gagne le championnat, je dois un apéro à mon meilleur ami. Parce que là, ils vont me prendre pour un alcoolique gamer, là, mais bon, j'ai deux apéros en jeu, j'ai peut-être une façon de me refaire à quelque part. Mais si Verstappen gagne, on va avoir quelque chose d'historique et d'impressionnant. Si ça me coûte un apéro pour voir ça, sérieusement, c'est un bon investissement. S'il gagne pas, eh bien, j'aurai un apéro gratuit, puis on aura quand même cette guerre-là, cette bataille-là entre Oscar Piastri et Lando Norris. En gros, il croit dur comme fer, mon meilleur ami, que Verstappen va gagner. Et si quelqu'un peut le faire, c'est bel et bien Max Verstappen. On sait qu'il va sortir le grand jeu jusqu'à la fin, capable d'exécuter à la perfection. Il se doit de le faire, mais j'espère juste que ça ne sera pas exemple, je sais pas moi, deux abandons de suite de Piastri Norris et Verstappen qui gagnent et que là, ça tourne de bord puis qu'on n'ait pas de, on va dire, de climax là, à la fin, là, Mhm. de moment, on va dire, charnière. Moi, je veux que ça s'étire jusqu'à la fin, puis c'est cette excitation-là que j'ai en ce moment quand je pense au Grand Prix. J'ai juste hâte de voir la course en fin de semaine. J'aimerais juste voir peut-être Verstappen gagner avec un Piastri justement en deuxième, Norris en troisième, ou Norris en deuxième, Piastri en troisième pour voir cet écart-là fluctuer un peu. Mhm. Donc,
Puis ce qui est important de mentionner aussi, on a eu une publication cette semaine sur nos réseaux F1 Podcast, puis on disait 5 victoires de Norris, 7 victoires de Piastri, puis 5 victoires de Verstappen. Il y a des gens qui disent oh, on s'en fout, c'est juste les points qui comptent. Non, non, Ah non. dans un championnat aussi serré, le bris d'égalité sera le nombre de victoires. Donc, tu faisais bien de mentionner tantôt que Verstappen, non seulement il doit gagner des courses pour dépasser Piastri au cumulatif à la fin de la saison, mais aussi, il doit aussi resserrer l'écart. C'est 7, lui il en a 5. Il doit absolument créer une égalité au nombre de victoires parce que ça serait vraiment plate pour lui ou pour Piastri de ne pas avoir ce fameux bris d'égalité-là et de perdre parce qu'il y a égalité au championnat. De dire, ah, t'as gagné une course de moins, donc t'es pas champion du monde. Et ça, Max, il le sait, Red Bull le sait, McLaren sont au courant aussi. Donc, il y a tellement d'importance, non seulement au point, mais aussi à gagner ces courses-là. Puis ça, Mhm. je trouve ça intéressant parce que Piastri, il peut pas juste dire, ah, mais moi, en autant je fais des bons résultats, puis je suis une bonne moyenne, un peu qu'est-ce que Jacques Villeneuve faisait beaucoup là, de toujours dire, mais si je vais chercher le maximum des points à chaque week-end, je vais gagner. Oui, mais attention, parce que dans un championnat aussi serré avec le bris d'égalité, Piastri pourrait bien se faire jouer un tour. Donc, on peut pas juste s'assire sur nos lauriers puis dire, ah, en autant qu'on a des bons résultats, on est en avance, puis on va, oui, mais s'il y a égalité puis t'as pas gagné plus de courses, c'est toi qui vas se faire avoir à la fin. Donc, on doit donner notre maximum pour remporter ces courses-là aussi. Ça, c'est intéressant sur tous les points de vue. Si on parle un peu du Mexique, le circuit Oui. en tant que tel, l'ambiance, ce qu'on a créé avec le stade de baseball, qu'on a décidé de faire passer les voitures au travers, moi je trouve ça fascinant. Moi, je suis un fan de sport en général, je suis un fan d'architecture, je suis un fan de cartes postales, pas que j'en collectionne, mais je veux dire, ces images-là, le gars, il y a une drôle de collection à la maison. Non, non, Mhm. mais je veux dire, ce qu'on voit dans le sport, tu sais, je donne un exemple, le stade, le Centre Rogers à Toronto, lorsqu'on ouvre le toit puis on a la tour du Sienne à côté, moi je trouve ça en tout cas, j'ai de la misère à décrire à quel point c'est beau. J'ai déjà été là à plusieurs reprises voir ça, mais c'est un peu la même chose. Lorsque tu vas au Mexique où tu regardes la course, cette vue-là, les voitures qui rentrent dans le stade de baseball, les 30 000 personnes qui se font t'as un mur carrément de spectateurs qui attendent les pilotes. Moi, pour moi, je trouve que c'est une image à couper le souffle. C'est une image on voit pas ailleurs dans le championnat. Puis après ça, le podium, toutes ces choses-là, pour moi, je trouve ça phénoménal ce qu'on a réussi à faire là-bas. Ensuite, c'est quoi les problématiques de ce circuit-là? Eh bien, c'est l'altitude plutôt. Ça va être plus facile que Ouais. d'étudier un mot en anglais. Mais l'altitude qu'on a là-bas, le fait d'être 2200 mètres au-dessus du niveau de la mer, qui est plus que 2 kilomètres, quand tu regardes ça, c'est un problème. Tout au long du week-end, on va voir ça. On va le voir sur les gommes. Parce que lorsque tu suis quelqu'un, tu veux pas, ça va affecter tes gommes, ça va affecter ton moteur. C'est toutes des choses qui sont des réalités partout sur le calendrier, mais c'est encore plus vrai au Mexique parce que tu as 20 à 25 moins de densité d'air. Donc, ces fameux moteurs-là qui ont besoin de cet air-là pour respirer, mais aussi se refroidir, ben là, il y a un déficit à cet écart-là. L'aérodynamique, tout ce que tu as besoin de cet appui-là, ben là, tu peux tricher. Tu peux mettre des plus gros ailerons et sans en subir nécessairement les conséquences, mais tu n'as pas le choix de mettre ça parce que tu as moins d'appui. Donc, les voitures, ça va glisser dans les virages. C'est tout un compromis dans cette bagarre d'ingénierie-là qu'il faut faire, c'est de trouver le juste milieu, le meilleur compromis possible pour nous donner non seulement la vitesse la plus aérodynamique, mais aussi ménager notre moteur, nos freins et nos pneus. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire, non seulement du côté des ingénieurs, mais aussi dans la gestion de course de la part des pilotes. C'est tout un casse-tête, là, ce circuit-là. Là. Puis ça, je trouve que ça emmène, non seulement on parle de l'ambiance, la musique, le podium, mais toute cette bataille-là qui se passe pendant les courses, de laisser de l'espace en avant pour être sûr de justement ne pas prendre l'air chaud de la voiture à l'avant, puis de savoir quand attaquer et de savoir à quel endroit faire ton dépassement pour ne pas en subir les contre-coups. Moi, je trouve ça fascinant. Le côté stratégique, c'est vraiment, vraiment le fun de voir ça, ce qui se passe au Mexique. Oui, ben, c'est un circuit qui est, comme tu dis, qui amène son lot de défis. Ça donne toujours quand même des belles courses depuis son retour sur le calendrier. Euh, dans l'ensemble, là, en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup de ce circuit-là, c'est, on va dire, on parlait d'Austin la semaine dernière et ce fameux premier virage-là où il peut arriver n'importe quoi avec l'effet Oui, entonnoir. Mexique, c'est pas tout à fait la même chose, mais
on a encore une fois une situation de premier virage qui est toujours extrêmement spectaculaire pour la raison que la ligne de départ est vraiment très reculée par rapport au premier virage. Donc, c'est une des plus grandes lignes droites du calendrier, sans l'être, là. La La deuxième, deuxième, donc ouais, après Bakou, j'imagine. oui, exactement. Et c'est pas toujours un avantage de partir premier, justement, au Mexique, parce que on atteint suffisamment de vitesse pour que la voiture derrière nous puisse profiter de l'effet d'aspiration et prendre le large. Et on voit souvent, justement, des sorties de piste au premier virage, des gens qui court-circuitent un peu parce que ça s'est mal passé. Donc, il peut y arriver du drame, encore une fois, où vraiment là, que la vapeur se renverse avec un événement incroyable au premier virage. Donc, ça, encore une fois, c'est quelque chose à ne pas manquer. C'est un circuit où il y a quand même des belles opportunités de dépassement. Il y a souvent des petits chassés croisés et cette fameuse section que tu parles dans le stade, on en a vu des dépassements là, sauf que c'est quand même assez technique et il y a Mhm. cette fameuse relance après le stade qui est un 90 à peine plus degrés pour la longue ligne droite. On en a vu des gens l'échapper, la voiture là. Donc, c'est un circuit tellement piégeux, justement aussi avec la faible densité d'air. Je pense qu'on dit qu'on met les ailerons justement de Monaco et on a l'appui aérodynamique de Monza. C'est souvent Oui. la comparative qu'on fait. Donc là, je me questionnais à savoir justement, on a vu Verstappen souvent cette année réduire un peu l'aileron et réduire l'appui au profit de la vitesse. Là, en fin de semaine, je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qui pourrait justement jouer avec parce qu'il y a tellement peu de densité d'air que je ne sais pas jusqu'à quel point il pourrait encore une fois, être téméraire, essayer d'aller chercher un peu plus de vitesse parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait assez justement de densité d'air pour que, mettons, un ajustement d'aileron de ce type-là lui procure un certain avantage. Donc, j'ai hâte de voir vraiment ce qui va jouer de la part des équipes à cet égard-là. Puis avec les gommes aussi qui sont pas dans la même on a fait le décalage, comme on expliquait, ça aussi, il Mhm. faut pas que ça glisse trop dans les virages. Puis il y a quand même, comme tu dis, la portion technique qui est super importante, glissante aussi. Ça, c'est le fun, hein, parce qu'on a gardé un peu l'histoire. Avant, on avait notre forme de. Tu faisais des comparatifs avec Monza, on avait notre parabolica à nous, là, qu'on appelle la Paratalda. Puis c'est ça ce qu'on a fait justement. Quand vous sortez du stade puis vous allez dans la grande ligne droite, c'est une portion, une légère portion qu'on a gardée parce que la Paratalda, c'était trop dangereux, là. On a enlevé ça. Mais ça donne justement, on s'élance dans la deuxième plus grande ligne droite du championnat après Bakou. Puis pour le départ, tu sais, dans les dernières semaines, Singapour, on parlait de 200 quelques mètres avant le premier virage, quand tu pars de la pole position, bien sûr. Austin, c'était semblable à ça. Là, pour montrer la différence aux gens là, d'une façon plus concrète, c'est 830 mètres de différence. Avant de la pole position au premier virage, il y a 830 mètres à passer. Donc, vous servez de bouclier et vous faites l'aspiration pour les voitures en arrière de vous. Puis après ça, ben, il y a quelqu'un qui peut oser tenter un dépassement. Et quand c'est bien réussi, ça va bien. Quand c'est mal réussi, vous finissez comme Sergio Perez, puis vous faites un vol au premier virage, puis votre course est terminée. Mais quand même, ça peut donner l'idée à des gens de justement être trois de large et de faire complètement à l'extérieur au premier virage, d'aller se placer. Donc, c'est vraiment intéressant. Il y a plein de points de vue à vérifier dans un Grand Prix comme ça au Mexique. Tu sais, 91 dépassements en 2024, je pense que ça montre bien même si c'est pas facile de compléter des dépassements. Puis je parlais en début d'épisode, record de vitesse. On atteint des vitesses de 350 km/h, même si on n'a pas l'air pour le moteur et toutes ces choses-là. La voiture est tellement légère qu'on n'a pas, on n'a pas cette restriction-là aérodynamique. Mais si on a battu des records à Monza, j'ai l'impression qu'on va en battre au cours du week-end aussi, là. Oui, il y a beaucoup de chances là, que ça se fasse maintenant pour cette génération de voitures-là. Écoute, honnêtement, je suis juste très excité à l'idée d'arriver là en fin de semaine, voir ce qui va arriver avec les pneumatiques, voir si on va avoir cette fameuse bagarre au championnat. Honnêtement, toi, tu l'as dit. Moi, je pense aussi que c'est dans mon top 5 des circuits. En plus, c'est le Dia de los Muertos, donc Oui, le jour des morts l'Halloween. bientôt. Donc, c'est ça, il y a toute cette petite. Tu parles des signatures, cartes postales, tout ça. Ben, le Mexique, il y a ce stade de baseball-là et tout ce qui l'entoure, les déguisements, les costumes que les Mexicains portent. Donc, L'hymne vraiment. national. L'hymne Ah national qui est un oui. des meilleurs. En passant, si jamais quelqu'un s'intéresse aux hymnes nationaux, là, les paroles de l'hymne national mexicain, moi, ça me ferait quand ils le font chanter par des enfants parce que c'est un des hymnes nationaux les plus violents.
Ah, ben, Quand- avec la France aussi, il y en a un quand même assez violent. La Ouais. Marseillaise, c'est quand même Ouais. quelque chose. Donc, c'est quoi, ça m'intéresse parce que je me suis jamais penché Oui, oui, là-dessus. oui. Ben, Mais, écoute, je ne veux pas être ouais. trop graphique, mais tu sais, on va se donner rendez-vous dans les collines, le sang va gicler. Tu sais, des choses comme ça, là, dans les. Ouais, ouais, ouais. On se vante d'une guerre qu'on a gagnée, notre indépendance, mais c'est quand même, tu sais, on passe un message de dire essayez-vous pas. Puis ça me ferait quand c'est des enfants qui chantent ça, ça a l'air, tu sais, on comprend pas l'espagnol, certains le comprennent, mais je veux dire, ça a l'air tout joyeux, tout festif. Puis qu'à un moment donné, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, il m'a dit, as-tu déjà porté attention aux paroles? Tu sais, puis là, depuis ce temps-là, mais c'est toujours un grand moment, ça aussi. Les hymnes nationaux là-bas, il y a vraiment quelque chose, en tout cas, vous avez compris depuis le début, puis toi aussi, Mhm. tu sais à quel point que ça occupe une place dans mon cœur, là. Je l'aime beaucoup. Puis, quand on regarde l'ensemble du week-end, l'importance qu'il y a à travers cette course-là, c'est peut-être le pire endroit pour McLaren, puisque Max Verstappen a gagné 5 des 7 dernières courses là-bas. C'est un des endroits où il connaît le plus de succès. C'est pas comme si en fin de semaine, oh, on s'en va à Singapour, il a jamais gagné là, Red Bull performe pas bien. C'est c'est un endroit Red Bull, le circuit du Mexique, même si la voiture a changé, l'évolution de Red Bull, c'est plus comme c'était avant. La RB21 a des caractéristiques différentes, puis répond bien aussi à des circuits différents. Mais il y a une chose est sûre, le gars qui est dans la voiture, le Mexique n'a pas de secret pour lui, et c'est pas le meilleur endroit pour McLaren, pour un gars comme Oscar Piastri qui veut rebondir, puis un gars comme Lando Norris qui veut pas rien échapper, là. Ouais, ben, en fait, c'est ça. Moi, être eux autres, là, je me sentirais petit peu nerveux, là. D'ailleurs, je me rappelais pas qu'il avait gagné 5 fois, là, récemment, sauf qu'on a joué un petit jeu et là, quand on a tapé Verstappen, on a vu poup, son nom arriver sur 5 lignes. Je sais pas si c'est un jeu au petit jeu que Kevin nous a envoyé, là. Non, 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 Donc, OK, ouais, c'est ça. C'est un jeu des gagnants dans les derniers Grands Prix du Mexique, de tous les Grands Prix du Mexique. Donc, quand OK. j'ai vu ça, Verstappen, 5 fois, j'ai fait. Il a là, ça va pas bien pour McLaren. Donc, c'est pas je dirais pour eux, en fin de semaine, c'est d'arriver peut-être avec une approche de limiter les dommages. Limiter les. Ouais, exactement. On est encore en contrôle. C'est ça qu'il faut pas qu'on Oui, oublie. tout à C'est fait. de se mettre du bon côté, de pas être arrogant, de pas être complaisant, mais de comprendre que c'est encore nous qui avons le contrôle, puis c'est à nous de l'échapper et non à nous. Ben, c'est ça. C'est eux qui ont le Mhm. contrôle de pas l'échapper. Mais quand je regarde ça, là, j'ai- j'ai- tu sais, ça a commencé avec Oscar Piastri. Il y a eu l'accrochage à Singapour. Ouais. Après ça, on a eu l'accrochage dans la course sprint à Austin. On Mhm. avait donné des réprimandes à Lando Norris. On ne sait pas c'est quoi. Ça, de ton côté, peut-être que t'as ton idée. Moi, j'ai pensé que c'était peut-être sur l'option des stratégies ou c'est tu sais, on donne souvent, on alterne, un va aller en Mhm. qualification en premier. On voyait ça du côté de Mercedes. La course d'après, on inverse, c'est l'autre qui a le droit d'aller se qualifier en premier. Tu sais, des choses comme ça. Mais là, on a dit qu'avec l'accrochage qui est arrivé à Austin, ben, on a enlevé ça. Il y a plus de rien, il y a plus rien qui plane au-dessus de la tête de Norris. Il n'y a pas de représailles de ce qu'il a fait. Fait qu'on a comme dit, ah, vous les deux, toi, tu t'es accroché à Singapour, là, ça fait que c'est rendu égal des deux côtés. Toi, de ton côté, la perception que tu as eue de cet accrochage-là, puis la situation, est-ce que tu trouves qu'on aurait dû enlever la réprimande qu'on avait donnée à Lando à cause de l'accrochage d'Oscar? Est-ce que tu trouves que c'est vraiment rendu égal des deux côtés? Ben, je suis un peu ambigu là-dessus parce que, Mhm. bon, mettons, on va essayer de décortiquer ta question en deux. Oui, L'accrochage entre Piastri et Norris, personnellement, moi, j'avais jugé que c'était la faute de Piastri parce qu'il avait coupé beaucoup trop. Il aurait dû garder une ligne plus large, sachant qu'il y avait un troupeau de gens qui voulaient venir, qui voulaient prendre ce virage-là. Il faut être prudent au premier virage à Austin. Piastri, clairement, c'était un geste de débutant. Honnêtement, un geste oui. amateur, ça, c'est mon opinion là-dessus. Donc, en même temps, ben là, je pense pas, évidemment, c'était pas son intention qui arrive de quoi, mais c'était pas l'intention non plus de Norris qui arrive de quoi à Singapour. Il a juste voulu éviter un peu Verstappen puis accrocher son coéquipier. Qu'il plane une certaine punition, pardon, les guillemets sont apparus, au-dessus de la tête de Norris. Je trouve ça un peu curieux. Qu'est-ce qu'ils peuvent appliquer justement comme punition? Ben, tu l'as dit, peut-être quelque chose à l'interne que, ah, ben, sous ce coup-ci, tu n'auras pas l'avantage sur ça. Je ne vois rien d'autre, mais je trouve ça bizarre, moi. Je trouve pas que ça les sert bien, McLaren, de vouloir jouer la carte de la justesse et de la parité. On dirait que ça va, en bon québécois, leur péter d'en face. Ouais, ça n'a pas Donc, déjà. là, ouais, c'est ça. Ben, déjà on en parle beaucoup. Fait
le mal est fait un peu. Puis l'opinion qu'on a de McLaren cette année a quand même été pas mal ternie, là. Tu sais, on était comme beaucoup de gens aimaient bien McLaren, sauf que là, ce petit jeu-là de jouer à Dieu, si on veut, là, avec leur pilote, je trouve ça un peu bizarre. Maintenant, ah ben là, c'est donnant-donnant, t'as accroché lui, t'as accroché l'autre, on n'en parle plus. Peut-être. Écoute, je suis pas dans le secret des dieux, mais moi, ce que je dirais jusqu'à la fin de l'année, ben là, c'est juste sortez-vous pas, mais tu sais, il y a une course au championnat, ils sont encore dedans, ils l'amènent. Je veux pas que McLaren commence à s'ingérer et que ce soit à cause de quelque chose que l'équipe aurait décidé qu'ils viennent décider du championnat en bout de ligne. Ouais, c'est ça. Autant qu'on veut pas s'en mêler, on s'en mêle beaucoup trop. C'est ça. Ils C'est ça veulent le bien problème. faire, mais en fin de compte, ça sert personne. Puis moi, je suis convaincu que Piastri, tu le disais, là, c'est quelque chose de débutant qu'il a fait. Ça a été provoqué justement par la règle orange papaye. Il n'aurait pas fait ce genre de vouloir retourner à l'intérieur. Il aurait voulu se commettre plus on l'a vu justement, là, c'est un peu dénaturé ce qu'Oscar Piastri fait. Si je prends par exemple Abu Dhabi, le départ de l'année dernière, où ce que justement Verstappen voulait le battre au point de corde, était à l'intérieur. Oscar a gardé position, n'a pas essayé de replonger à l'intérieur, de mettre les freins. Ça, c'est vraiment parce qu'il était contre une voiture de la même couleur que lui. Donc, c'est venu dénaturer. Donc, comme tu dis, on prend des décisions du côté de McLaren qui ont des impacts directs sur les résultats de la course. Autant qu'on dit on veut les laisser courir, ben là, tu les laisses pas courir parce que tu es dans leur tête. Puis ça, tu dois être le premier à le dire. Si t'as pas la tête tranquille quand tu cours, c'est vraiment pas l'idéal, Mhm. surtout à ce niveau-là. Côté voiture de sécurité, c'est 43 de chances d'en voir une. J'aurais pensé que c'est plus élevé que ça. Mais voiture virtuelle, 71. C'est rare qu'on Oh, voit un écart aussi gros que ça. Donc, on utilise plus souvent la voiture virtuelle que la vraie voiture de sécurité. Et qu'est-ce qu'on perd dans un arrêt au puits avec cette grande ligne droite à toute allure? C'est 21,9 secondes. C'est quand même beaucoup, mais j'aurais pensé que ce serait plus que ça. ouais, Euh, c'est pas si ouais. pire dans le fond. C'est ça exactement, c'est dans la moyenne, mais Mhm. j'ai l'impression c'est sûrement à cause de la configuration, comment on rentre au puits et surtout comment on ressort. On doit gagner un virage qu'on saute là, en sortant. Des fois, ça nous fait gagner du temps, un peu comme à Montréal. Là. Dans le fond, Mhm. Oui, on oui, évite oui. les S là, en sortant, fait que c'est probablement à cause de ça. Donc, en terminant, François, c'est un peu malhonnête de ma part. Je vais te demander de faire une prédiction sur la pole position. Je vais te laisser aller Ah, en premier parce que j'ai l'impression qu'on a le même choix. oui, oui, ben écoute, je vois, à moins qu'il arrive quelque chose de dramatique, moi je vois pas comment on va être capable, là, je vais divulgacher pour les autres épisodes, mais je vois pas comment on va pouvoir parier contre Max Verstappen pour la fin de l'année, Ouais. donc je vais le prédire Max ce coup-ci. Max Verstappen de mon côté aussi. Et la prédiction labellait, OK? Racing Bulls, normalement, AlphaTauri sont bons sur ces circuits-là. On se rappelle, même Daniel Ricciardo s'était qualifié devant Sergio Perez la saison. Quatrième, je crois, ça se Ouais, peut-tu? c'est ça. Fait que j'ai envie d'aller du côté de Racing Bulls parce qu'il y a trop d'incertitudes avec Aston Martin. Lorsqu'on demande beaucoup d'appui aérodynamique, ça aide Aston normalement. Donc, on en a déjà plus que les autres. Est-ce que ça va nous donner qu'une voiture colle plus? Mais il y a quand même une ligne droite impressionnante. Donc, tout ce qu'on va gagner dans les virages, j'ai l'impression qu'Aston va peut-être le reperdre dans la ligne droite avec la traînée. Donc, en tout cas, ça reste à voir. Mais j'ai envie de prendre un pari pour la belle haie, un pari dans le fond, un pari pour le plaisir, Une de dire prédiction. qu'il y aura des Racing Bulls dans le top 10, on pourrait dire les deux, ouais, mais on va y aller avec Adjar dans le top 10 au moins. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, je vais y aller avec Lawson, moi, parce que ces temps-ci, OK, le vent dans les voiles, Liam Lawson je semble suis vraiment d'accord avoir avec ça. retrouvé son mojo, comme on dit. Donc, on a chacun notre poulain. Ouais, au moins une Racing Bulls, on va dire, au moins, on va trancher, on est une équipe, au moins une Racing Bulls dans le top Ouais, au 10. moins une, puis Euh, on verra c'est lequel des deux c'est qui avait la lequel? bonne, ou peut-être les deux. Exactement. C'est ce qui conclut notre épisode du vendredi 24 octobre. Pour les gens qui veulent soutenir notre collaborateur François Goulet dans son projet d'animation anglophone du double tour d'horloge, une course de 24 heures, une course d'endurance pour la Fondation Grégory Le Marchal. Et ce sera disponible sur la chaîne du gtcq.tv sur YouTube. Ça sera par bloc. Donc, on vous soumettra les liens au cours de la journée de samedi matin, pour que vous puissiez, bien sûr, jeter un petit coup d'œil, encourager notre ami François en mettant des petits commentaires dans la section YouTube et peut-être même si vous voulez faire un don pour la Fondation, pour une bonne cause. Pour nous, notre prochain rendez-vous sera lundi avec notre retour sur le week-end de course à Mexico. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook,
Instagram ainsi que LinkedIn et à vous abonner à nos chaînes Spotify et YouTube et activer la petite cloche, question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite un excellent week-end de course.